C'est difficile, je dirais, de croire qu'en gros, la victime porte un gros sentiment de honte en elle. J'ai dû m'attirer ça. Et si cette personne-là se fait répondre par un offenseur, c'est pas de ta faute, c'est de la mienne, enlève-toi ça des épaules. Alors là, il y a quelque chose là, de réparateur que, mon Dieu, j'allais dire, peu de thérapies peuvent réussir à faire. Thérèse de Villette, c'est elle qui a vraiment débuté le centre. C'est une dame qui a vécu quelque chose de terrible dans sa vie. Elle est venue ici au Canada, puis là, je ne sais pas exactement quand elle m'a trouvé, mais elle a participé dans une rencontre, et puis suite à son expérience, elle voulait changer le monde. J'ignorais complètement ce qu'était la justice réparatrice, il faut le dire. Bon, et pour mon mémoire de criminologie, il a fallu que je fasse, que j'observe une expérience de justice réparatrice, une expérience de rencontre entre détenus et victimes, par exemple. Et voilà que on me conseille d'aller voir du côté des adultes, des pénitenciers adultes. Donc j'ai été rencontrée au centre de formation l'aumônier, qui était David Chance. Elle, c'était une dame avec une soixantaine d'années, mais elle avait de l'énergie d'une personne de 20 ans. Elle avait une facilité avec la plume, puis elle avait une capacité aussi avec un français qui était assez recherché. Et puis, elle, en tant que le centre, c'était vraiment fondé dans un sens par elle. Le centre, on a commencé ça après qu'on avait commencé les activités dans un sens, avec, à l'intérieur des établissements, avec les offenseurs et les victimes. Alors du coup, je lui ai dit, David, toi, tu t'occupes des détenus, moi je m'occupe des victimes. Ah, il me dit, pourquoi pas. Et voilà que nous avons commencé en novembre 1999, la première rencontre, et là, j'ai rencontré Raoul Lincourt. Et on m'a dit que cet homme était très fort pour monter des associations, pour organiser, voilà, très diplomate et très bon. Alors donc, eux autres expérimentant cette façon de faire, complémentaire, je dirais, à la justice pénale, bien, trouvant que ça donnait un certain succès, des réponses vraiment que le système pénal n'arrivait pas à leur donner, autant à l'un qu'à l'autre. On dit, ben là, il faudrait créer une association, fonder une association. Moi, je me suis approchée de lui et je lui ai demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas monter quelque chose ensemble? Ça serait important qu'on puisse prolonger le travail de justice réparatrice que j'ai fait ponctuellement, mais qui pourrait s'appliquer ailleurs, vu le résultat auprès des personnes qui y ont participé. Et c'est ainsi que, je ne sais pas par quel miracle, il m'a dit oui. Le 11 septembre, il y avait un brin de lumière sur la planète avec le départ de la reconnaissance de notre organisme. Le grand RDV, tout crime, c'était plus ou moins 3-4 détenus, 3-4 victimes de crimes semblables. Ça peut être quelqu'un qui a été violeur, une personne qui a été violée. Ça peut être quelqu'un qui a été cambriolé et un cambrioleur. Ça peut être quelqu'un qui a commis un meurtre, une victime secondaire de meurtre. Alors, ce groupe-là était formé, ce qu'on appelait les grands RDV. D'avoir les victimes
qui entrent dans un établissement expressément, intentionnellement, pour parler avec les détenus au sujet de le crime, au sujet de la violence que la victime a vécue, et puis que ce soit intentionnellement, on avait une certaine résistance. Même avec ici au Québec, les juges, les professeurs dans les universités, la notion de la justice réparatrice, c'était vraiment utopique. Dans les rencontres, il n'y a pas de verdict. On ne dit pas qui est coupable ou pas coupable. Ce n'est pas ça notre but. Le but, c'est d'aider les gens à comprendre la personne qui est en face. Pour un détenu, c'est quelquefois un déni complet. Mais moi, je veux faire de mal à personne, me dit un détenu. Ah bon, tu veux faire de mal à personne? Ah ben dis donc. C'est sûr que d'abord et avant tout, on mettrait jamais un offenseur face à une victime s'il n'admettait pas sa responsabilité. Alors ça, c'est déjà une démarche, une étape qu'il a franchie. Je dirais, heureusement, par ses nombreuses années de détention, et éventuellement même sa participation à toutes sortes d'ateliers pour se connaître et se reprendre en main. Donc, il y a un niveau de responsabilité des gestes qu'il a posés, hein, qui est assez élevé pour être capable de rencontrer une victime. Ça a bien été, puis les détenus ont bien compris leur responsabilité et le pourquoi de cette activité. Ils n'étaient pas là pour impressionner personne. Ils étaient là pour, première fois, écouter la victime et les souffrances que la victime a vécues à cause de leurs gestes. Alors, la honte, la peur, pour un détenu, il a touché de nouveau les sentiments de gentillesse. Parce que la victime, quand la victime a parlé avec une attitude honnête et franche, ses paroles et le regard dans ses yeux a touché tous ces aspects de son humanité. L'amour, la gentillesse, la vérité. Quand on n'est pas dans la vérité, ça ne va pas. La justice réparatrice, elle est fondée sur la vérité. On se fait la vérité ensemble, on se fait sur soi-même, on la fait pour les autres. La chose peut-être la plus importante qu'on a donnée de la personne, le détenu, une notion de dignité. Il sort maintenant avec une certaine force. Il sort avec un désir. Même s'il a un problème avec les drogues ou même il a un problème avec l'argent, là, il sort, puis sa femme l'a quitté, puis ses enfants veulent rien savoir de lui, puis il sort avec les conditions qui sont très sévères, pas trop. Pour lui, il trouve ça sévère, mais il sort avec un outil maintenant dans son coffre d'outils qu'il n'avait pas avant. Du côté des victimes, là, ça a été plus complexe parce que, connaissant pas vraiment cette approche-là dans notre société québécoise à cette époque, on était très prudent, on le dit même frileux, pour éviter de revictimiser les personnes qui ont subi ces crimes-là. Tu vas faire entrer les victimes, d'accord, ils ne sont pas liés directement avec le détenu, mais si au moment donné, en parlant de tout ce qui est arrivé, là, tu vas révictimiser la victime. Alors donc, on a pris notre bâton de pèlerin, puis on est allé frapper à des portes d'organismes pour expliquer que toutes les précautions étaient prises pour que ces rencontres-là donnent des bons résultats et évitent de revictimiser. Et donc là, on les a dit comment est-ce que les animateurs étaient préparés à la confidentialité, à la confiance que les gens se portaient mutuellement pour se parler dans un lieu aussi de grande sécurité. J'ai une réponse aujourd'hui, après avoir fait tant de rencontres. J'ai dit, on révictimise la victime quand on retient dans le silence.
quand on enlève de la victime le droit de parler. Les RDV, c'est 7 soirées de 3 heures chacune. On peut constater qu'après 3-4 reprises, les personnes ont repris une certaine fierté de leur personnalité et arrivent un peu plus dégagées. Et à chaque fois, on constatait la même transformation des personnes, la réparation des personnes, comment elles se remettaient debout, elles le disaient d'ailleurs, comment elles étaient libérées, les victimes surtout, les victimes libérées, enfin je peux mettre noir sur blanc, enfin sur la table, je peux enfin mettre ce qui me gêne à l'intérieur depuis des années, le malaise intérieur que j'avais. C'était quand même notoire. Et là, certaines vont même nous dire, après tout le processus, j'ai beaucoup moins de cauchemars, j'ai beaucoup moins peur d'aller me promener sur la rue, je ne vois plus les hommes comme tous des offenseurs ou des potentiels. Alors, quand on a ces témoignages-là, on s'aperçoit bien que, dans le fond, ça donne une aide qu'ils trouvent peu ailleurs, les victimes. Donc, en fait, ça change la mentalité, quoi. On reconnaît l'autre autrement que comme un monstre en face de toi. Voilà. Et certains ont essayé de faire des réparations. C'est sûr, quand tu as tué quelqu'un, ils disent, moi je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais quand même, rien que de demander pardon à la famille, de faire des démarches après, ou bien une victime d'inceste qui a osé téléphoner, ça c'est à Montréal, qui a osé téléphoner à son père pour lui dire j'ai quelque chose à te dire, il faut absolument que je te parle. Il dit ouais, quoi, oui, mais ce que tu as fait, ce que tu m'as fait, ouais. Et puis 15 jours après, il a rappelé, je lui ai dit bon d'accord, je veux bien, j'ai réfléchi, on va se parler. La réparation, c'est pas un raccommodage. C'est-à-dire que c'est permettre aux personnes elles-mêmes, par elles-mêmes, et avec l'aide du dialogue avec les autres, de redevenir une personne vivante, responsable dans la société. Je crois qu'il y a une transformation. Ce n'est pas simplement restaurer ce qu'il y avait avant, il y a une transformation qui se fait. Il faudrait aussi ne pas oublier de parler des gens de la communauté, parce que ces gens-là aussi ont un rôle très particulier dans notre démarche. Hein? Non seulement l'agresseur et la victime d'un crime apparenté dialoguent entre eux, mais aussi la société est présente. La personne de la communauté, son rôle, c'est d'articuler ses sentiments, ce qu'ils ont vécu quand le lendemain matin, après le délit, après le crime, ils ont vu dans le journal « Hey, mon troisième voisin, là, mon grand ami, sa maison était un vol par effraction. » Alors, pour aider les détenus d'avoir une idée de l'impact de le crime, c'est pas juste une maison avec une compagnie d'assurance en arrière. Vous avez sémé une malaise qui va dans plusieurs façons dans la communauté maintenant. Et puis, il y a plusieurs personnes affectées. Et là, on pourrait dire que autant la société a peut-être été absente au moment où le crime s'est commis, parce qu'on a des exemples de ça. Si une personne était intervenue, il n'y aurait peut-être pas eu crime. Alors, et puis, OK, bien sûr, si on parle des questions d'inceste, hein, la société s'est fermé les yeux. La société, la famille, les proches, hein, où ça n'a pas été révélé parce qu'il y avait un tabou, là. Alors, de voir qu'il y a quelqu'un, un citoyen ou une citoyenne qui est présente pour écouter et rendre crédible ce qu'elle entend et retourner à ces deux personnes-là, l'agresseur et la victime, ce qu'elle perçoit d'eux, ce qu'elle encourage d'eux. Dans quasiment chaque rencontre, il y a un moment quand quelqu'un, tu vois dans les yeux que la personne a compris. Un exemple très patent là-dessus.
À la conclusion de ces rencontres-là, le membre de la communauté qui dit à l'agresseur « J'apprendrai que tu deviendrais mon voisin demain matin, que tu serais bienvenu dans mon quartier. » La justice réparatrice de cette manière-là, ça tient la route. Voilà. J'allais dire que le CSJR, c'est une merveille de fonctionnement bénévole. Les victimes et les offenseurs, ils ont besoin de quelque chose, ils ont besoin d'une autre approche. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est gagné. C'est gagné. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de résistance encore, mais en gros, avec les nombreux témoignages des personnes au fil des ans, c'est maintenant un petit peu plus dans la mentalité d'accepter que, parallèlement à la justice pénale, il y a moyen d'offrir la justice réparatrice pour toutes sortes d'autres circonstances. Qu'est-ce que je rêve pour l'avenir? Voilà, je trouve que, tu vois, je suis super en armes. Je trouve que cette petite graine que qu'on a commencé, ce petit noyau qu'on a commencé à Montréal, que ça devienne un grand arbre, puis un grand arbre qui s'étende à travers le monde, puis qu'il y ait des oiseaux qui s'envolent de partout et qui répandent un peu la paix dans le monde. Moi, c'est ça, mon ambition. Voilà mon ambition.